Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Lamarche, chef formateur et support technique chez Prolon. Et aujourd'hui, on est tout fiers de vous annoncer la relâche de notre nouvelle plateforme 7.3. Après des mois de travail acharné, on lance de nouveaux produits, de nouvelles séquences et beaucoup d'améliorations, d'ajouts à nos différents produits. Alors, on a tout combiné ça sous l'égide d'une seule relâche, la 7.30, qu'on avait promis pour l'été 2020. Et c'est ce qui se produit. Alors, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Une présentation, bon, évidemment, il y a un petit PowerPoint, mais qui va être entrelacé avec des éléments de navigation sur notre logiciel Focus Génération 7.3 également. Question de rendre ça un petit peu plus animé, dis-je, un peu plus interactif, cette petite présentation. Alors, qu'est-ce que ça comporte, la relâche 7.3.0? Bon, dans un premier temps, le premier élément, je dirais, le clou du spectacle, c'est le lancement d'un nouveau type de régulateur qui n'existait pas pour nous précédemment, un régulateur de refroidisseur d'eau, ce qu'on appelle communément un chiller ou water chiller dans le domaine. Cet appareil-là, en fait, ce sont deux appareils parce que ce nouveau type de régulateur-là va être offert sur nos deux plateformes, la plateforme C1000 et la plateforme M2000, qui est un petit peu plus puissante, là, qui possède plus d'entrées, plus de sorties. Évidemment, on va passer une bonne partie de la présentation à expliquer ces deux nouveaux modèles de régulateurs-là, Chiller Controller. Autre nouveauté, amélioration, le régulateur réseau, le NC2000, qu'on a depuis longtemps, que nos clients connaissent bien, dispose maintenant de fonctions améliorées au niveau des alertes et de l'enregistrement de données. Notamment, on a doublé les capacités. Il y a eu aussi de nouvelles fonctions qu'on va voir très intéressantes, des fonctions de notification publiées pour les téléphones, les tablettes notamment. Fait que ça, c'est toutes des nouvelles choses qu'on va vous expliquer en détail, très intéressantes. Autre point, très technique comme point celui-ci, mais qui répond à des demandes de clients pour faire face à des situations un petit peu particulières. Tous nos régulateurs qui contrôlent de la température de pièces, de zone, ont un nouvel ajustement qui leur permet de régler avec beaucoup plus de précision la réaction de l'appareil sous conditions de forte charge. Quand on parle de zones où il y a des fortes charges de refroidissement, des fortes charges de chauffage, essayer de garder un équilibre de température, notamment avec la gestion d'un réglage qu'on appelle l'intégrale. Ces appareils-là utilisent des boucles de contrôle proportionnelles et intégrales. Alors, c'est un nouvel ajustement qui s'appelle la vitesse de déclin de l'intégrale. On va en parler en long et en large, vous allez voir. Alors, juste le mentionner, c'est tout nouveau et ça va faire une bonne différence dans bien des installations. Autre fonction très attendue qui va surprendre et faire plaisir à beaucoup d'installateurs, d'entrepreneurs, notamment ceux qui évoluent dans le marché résidentiel où plusieurs de nos produits sont installés. C'est un sélecteur de mode de fonctionnement. Alors, quand j'entends sélecteur de mode, c'est un peu similaire à ce qu'on retrouve sur des thermostats électroniques modernes. Un sélecteur qui détermine manuellement si on met l'appareil en mode refroidissement, en mode chauffage, on l'éteint, une position off, ou on le met en mode automatique, donc l'appareil choisit tout seul de passer d'un mode à l'autre. Alors, préalablement, ces régulateurs-là chez Prolon étaient tous en mode entièrement automatique. On dispose maintenant d'un sélecteur sur les appareils de climatisation, la RTU ou le modèle de zone RTUS. Même chose sur son équivalent thermopompe. Alors ça, c'est une toute nouvelle fonctionnalité que nous amène la plateforme 7.3. Il y a aussi d'autres petites améliorations qu'on va voir, des petites choses subtiles, mais non moins très intéressantes, qui sont ajustées, des nouvelles fonctions de navigation dans le logiciel. C'est un petit peu plus fluide, c'est plus rapide, c'est plus performant. Et autre très, très, très gros point, je vous dirais, avec le lancement du régulateur de refroidisseur, c'est pas mal l'autre élément très attendu de la relâche 7.3.0. C'est la culmination d'efforts assez surhumains de l'équipe de développement logiciel et ingénierie chez nous.
L'app, c'est pas juste là, ce sont les nouvelles plateformes pour les appareils mobiles. Alors, le logiciel Focus pour ordi est disponible en version application ou app pour les téléphones Apple, donc l'app iOS, qui fonctionne très bien, mais c'est la plateforme Android qui a subi une cure de jouvence assez intéressante et qui se rapproche beaucoup en termes de navigation, de convivialité de la plateforme iOS. Alors, utilisateurs de téléphones Android, soyez prêts, vous pouvez dès maintenant, elle est déjà disponible, la nouvelle mise à jour pour Android là, pour vos appareils mobiles. Alors ça, c'est tout un exploit qui a été fait par notre équipe là, développement logiciel. OK, si on va dans le vif du sujet, on commence évidemment par notre régulateur de refroidisseur d'eau, le fameux chiller. Alors pour expliquer ce que c'est, bon, on n'oublie pas, il y en a deux variantes, bien entendu, là, C1000 et M2000. Alors, c'est un appareil qui va contrôler la température d'eau refroidie. Alors, il dispose d'une lecture de température sur son circuit d'alimentation. Puis, il va aussi avoir une lecture sur son circuit de retour pour des fins de contrôle de limite de protection. Fonction très intéressante, la gestion de la température d'eau refroidie peut se faire par une valeur de consigne fixe, donc maintenir la température à température égale, dis-je, tout le temps, ou à être compensé. En anglais, on appelle ça faire du reset control. Donc, compenser ou réajuster, je devrais dire, la consigne de température d'eau froide selon une variable différente qui peut être soit la température extérieure, la température de l'eau de retour ou même une fonction mathématique qui, elle, peut être transmise par un régulateur maître ailleurs sur le réseau Pro. On peut aller jusqu'à 4 étapes de refroidissement, donc 4 stages de compresseurs pour gérer un ou 2 refroidisseurs. On peut gérer une ou même jusqu'à 2 pompes avec des preuves de marche combinées ou uniques à chacune. Et on va voir dans le cas du M2000, il y a des fonctions supplémentaires dues au nombre d'entrées-sorties additionnelles de cet appareil-là. On peut faire de la gestion de pression d'eau, donc pressuriser à valeur constante le circuit d'eau alimenté en utilisant des variateurs de fréquence sur les pompes. Autre chose, ça c'est intéressant, une entrée d'alarme dédiée. Plusieurs refroidisseurs disposent de circuits internes qui, en cas de faute ou de défaillance de l'unité, vont émettre un signal, souvent sous la forme d'un contact de relais, un contact sec. Bien, nous, on peut prendre avantage de la disponibilité de ce contact-là et le brancher sur l'entrée du régulateur qui est conçu pour cette fonction-là, entrée d'alarme. Alors, on avise donc le régulateur prolong que, oups, le refroidisseur est en faute, il y a une panne interne, un problème interne. Donc, ça avise le régulateur de cette faute-là et lui tombe en mode alarme et il va exécuter certaines séquences par rapport à ça. Dans le détail, et voilà. Donc, côté refroidisseur, bon, comme on le disait préalablement, il y a deux versions. Il y a la plateforme C1000. La plateforme C1000, c'est la plus petite carte de contrôle chez Prolong. Il dispose de 4 entrées et 5 sorties. Alors, c'est sûr qu'on est un petit peu plus limité, mais dans bien des cas, ça peut faire amplement le travail sur des plus petits systèmes de refroidissement. Alors, le C1000 va nous offrir jusqu'à concurrence de 3 étapes de refroidissement et peut gérer jusqu'à 2 pompes avec séquence complète d'alternance et redondance. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Bien, alternance, en anglais, il y a un terme très connu qui s'appelle faire du lead lag, donc meneur-suiveur. Ce que ça fait, c'est que les 2 pompes vont travailler de concert, non pas en permanence en parallèle, mais une alternée avec l'autre. Question d'avoir un partage de l'usure du temps de fonctionnement. Et la fonction de redondance, c'en est une de remplacement, ce qu'on appelle un backup en anglais. Donc, il y a une pompe dite primaire qui va assurer le rôle de fonctionnement normal. Et en cas de défaillance ou de perte de la preuve de marge de cette pompe-là, la seconde pompe vient s'allumer en renfort, donc en remplacement. C'est ce qu'on appelle une fonction de redondance. Alors ça, même le petit modèle C1000 offre cette séquence-là avec ses pompes. Si on passe au modèle plus avancé, le M2000, ben, le M2000 dispose de 9 entrées et 8 sorties, donc peut gérer une séquence un peu plus complexe. Lui est capable de gérer jusqu'à 4 étapes de refroidissement, puis on va voir comment c'est réparti. Tout comme le C1000, il va gérer 2 pompes avec les mêmes fonctions d'alternance-redondance.
Par contre, lui peut gérer la pression d'eau. Il dispose d'une entrée pour lire un capteur de pression d'eau et de deux sorties modulantes, en fait, pour gérer les variateurs de fréquence qui sont montés sur ces pompes-là. Et parce qu'il a justement des entrées supplémentaires, entrées dédiées pour température extérieure et haute sortie du condenseur. J'apporte un point intéressant là-dessus, l'entrée dédiée température extérieure. Ça, le M2000 en est équipé. La température extérieure peut être très utile dans une séquence de refroidisseur, notamment si vous l'utilisez pour faire la réinitialisation, justement, de la compensation de consignes. Si vous avez le M2000, vous pouvez brancher une sonde extérieure. Si vous avez un M1000, par contre, lui ne dispose pas de cette entrée-là. Alors, il va falloir obtenir l'information de température extérieure par le réseau. Le M2000, lui, est complètement indépendant. Il a cette entrée-là. Haute sortie du condenseur, bien, ça vous permet justement de faire un monitoring, une surveillance de l'eau qui rentre et qui sort venant de votre tour d'eau, vers et en sortant du condenseur, et il va vous permettre d'avoir des protections additionnelles à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que les deux plateformes, les deux designs sont conçus pour gérer soit des refroidisseurs avec des condenseurs refroidis à air ou des condenseurs refroidis à eau. Alors, les deux types d'appareils, les deux types de séquences sont possibles avec nos deux régulateurs. Puis justement, comme on disait plus tôt, à cause des entrées supplémentaires du M2000, on a des séquences de protection additionnelles avec cet appareil-là. Dans le détail, si on s'en va à notre C1000, comme on disait, il y a 4 entrées, 5 sorties. Alors, on n'a qu'à regarder la configuration, la disposition des sorties. Alors, les sorties binaires 1, 2, 3 et 4 qui sont ici vont gérer en ordre la pompe numéro 1, la pompe numéro 2, si on a une séquence à 2 pompes. S'il n'y en a pas, bien, la sortie n'est juste pas utilisée. Et les 3 étapes possibles de refroidissement, donc étape 1, étape 2, étape 3. Au niveau des entrées, ben, la première entrée analogique, c'est la température d'eau d'entrée du condenseur, on en tient compte. Après ça, la température d'eau de retour, il y a le commun, et la température d'eau d'alimentation. C'est donc la variable principale que l'on contrôle. Et finalement, sur la borne 17, l'entrée binaire, preuve de pompe. Ça, c'est important de noter, le C1000 ne dispose que d'une seule entrée de preuve de pompe. Alors qu'on ait une ou deux pompes, ça ne change rien pour cet appareil-là. C'est une preuve unique qui peut être acheminée au régulateur. Ça prend donc une preuve combinée pour les deux pompes. On ne peut pas ici avoir deux preuves distinctes. Si on va vers le gros modèle, le M2000, qui manifestement, je pense, est l'appareil le plus intéressant, ben, il y a 4 sorties disponibles pour des étapes de refroidissement. On peut donc aller jusqu'à 4 étapes de refroidissement. 2 pompes, comme sur le C1000. Ce que j'ai oublié de mentionner, justement, alternance redondante. Ça veut dire que les pompes sont assujetties à des séquences de ce qu'on appelle en bon anglais du lead lag. Donc, on peut alterner les départs pour faire un partage de l'usure du temps de fonctionnement. Ce que j'appelle redondance en bon français, ben, c'est la possibilité d'avoir une séquence de backup. Alors, si votre pompe dite primaire est en faute, ne peut pas démarrer, la preuve n'est pas établie, on va chercher la pompe secondaire comme remplacement. C'est ce que j'appelle la redondance. Évidemment, avec le M2000, ces entrées et sorties supplémentaires vous permettent de faire de la gestion de pression d'eau si vous avez un variateur de fréquence, un ou des variateurs de fréquence sur votre pompe ou vos deux pompes. Ça, c'est quelque chose de supplémentaire qu'offre le M2000. Parce qu'il y a des entrées de plus, le M2000 vous donne aussi une entrée pour la température extérieure. Et pourquoi c'est important de mentionner ça? Le C1000 n'en est pas équipé. Ce qui veut dire que si dans votre séquence de refroidisseur, de votre chiller, vous souhaitez avoir la température extérieure, par exemple, votre séquence de reset de point de consigne d'eau froide, ben, dans le cas du C1000, cette température extérieure-là, vous devez l'obtenir d'une autre façon. C'est à travers le réseau, vous allez l'avoir, ça va donc vous prendre soit un NC2000 ou un contrôleur mètre comme un RTU ou un thermopompe qui possède la lecture de température extérieure et peut l'envoyer au chiller. Ça demande un petit peu plus de complexité. Alors que le M2000, il y a une entrée dédiée pour la température extérieure. Ce qui veut dire que cet appareil-là pourrait être absolument autonome. Vous pourriez avoir ça sur un projet et absolument rien d'autre, même pas un contrôleur réseau, rien du tout. Et il y a tout ce qu'il faut, lui, pour faire toutes ces séquences possibles imaginables. Alors, c'est pour ça qu'il y a une entrée dédiée, c'est bon de mentionner. Et lui, contrairement à C1000, va faire une double lecture
Dans le cas on va en parler justement, c'est la phrase suivante, là, on peut gérer des refroidisseurs qui utilisent des condenseurs à eau ou des condenseurs à air. En anglais, on va dire air-cooled ou water-cooled chiller. Et dans le cas d'un refroidisseur avec condenseur à eau, un water-cooled, ben, avec le M2000, on vient faire une lecture de l'eau qui rentre au condenseur et de l'eau qui sort du condenseur. Et ça donne des fonctions supplémentaires, justement, c'est ce qu'on mentionne ici, séquence de protection additionnelle. Alors, on monitore les températures d'eau qui rentrent et qui sortent du condenseur. Si l'eau devient trop chaude, on va faire du délestage, on va couper, on va même mettre des modes d'alarme. Je vais vous le montrer dans la petite navigation du logiciel. On le voyait ici, les entrées-sorties du C1000. Et dans le cas du M2000, bon, peut-être c'est plus ardu pour vous d'en faire la lecture, mais principalement, vous voyez que toutes les entrées sont prises, donc lecture de température extérieure, température d'eau alimentée, d'eau de retour, preuve de marche, bon, voyez-vous, une petite erreur de frappe ici, là. Preuve de marche pompe 1, preuve de marche pompe 2. Alors, des preuves de marche distinctes pour chacune des deux pompes si vous avez deux pompes. Les températures d'entrée et de sortie de l'eau du condenseur quand il s'agit d'un condenseur refroidi à eau, bien entendu. Si c'est un condenseur, un refroidisseur avec condenseur refroidi à air, bien, ces entrées-là sont tout simplement ignorées. Sonde de pression d'eau, donc un transmetteur de pression si vous faites une gestion de votre pression d'eau avec un variateur de fréquence. Et finalement, contact d'alarme. Donc, si vous avez un refroidisseur qui peut vous donner un contact de faute, bien, le contact serait tout simplement branché ici, puis permet des séquences additionnelles au niveau de notre appareil. Au niveau des sorties, les sorties à gauche, bon, ben, les deux premières pompes, pompe 1, pompe 2, sur les sorties binaires 1 et 2. Les trois premières étapes de refroidissement, 1, 2, 3, sur les sorties binaires. Il a fallu tricher parce qu'il nous manquait une sortie binaire. On est allé chercher la dernière sortie analogique, la A03, qui serait votre quatrième étape de refroidisseur. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre un petit relais à bobine DC, genre un relais RIB, un RIB U1C, pour convertir cette sortie 0,10 volts, qui n'est pas une modulation, on s'entend, c'est ou bien 0 ou bien 10. Et à travers un relais à bobine DC, bien, vous allez en faire un contact pour une quatrième étape si c'est requis. Puis les sorties analogiques 1 et 2, ben, ce sont vos signaux de modulation pour vos variateurs de fréquence si vous avez des pompes modulantes. Fait que ça fait le tour du... En fait, ce que j'ai envie de faire, regardez tout de suite avant de passer à ça, on va, si vous permettez, de mettre un petit peu de piquant là-dedans, puis on va tout de suite basculer sur Focus, puis justement vous montrer le refroidisseur. Alors là, actuellement, je suis sur mon démonstrateur ici, et j'ai créé un système où j'ai justement mis un refroidisseur à l'adresse de communication numéro 4. Et voyez-vous, bon, évidemment, je n'ai pas mis de vrai capteur de température dessus. Je vais l'ouvrir. Alors, voici de quoi ça a l'air. Évidemment, ça, c'est sa vue la plus simple. Vous avez donc le refroidisseur ici. Il y en a juste un. Ça, ce sont nos lignes d'eau EEC, donc eau d'entrée au condenseur, et ESC pour eau de sortie du condenseur, qui viennent alimenter le condenseur de votre refroidisseur. Voyez-vous ici, étape 1, étape 2. Regardez ce qui est bien, le nom de la sortie du régulateur est mentionné en parenthèse. Alors, sortie digital 3, sortie digital 4. Ça vous dit même que l'étape 1 est l'étape prioritaire. Parce qu'imaginez-vous qu'on fait du lead lag même avec les étapes du refroidisseur. Fait qu'on peut alterner les étapes entre elles dans le même refroidisseur. Et quand vous laissez, voyez-vous, votre curseur sur le refroidisseur, il y a une petite fenêtre de temps qui va vous apparaître et qui vous donne le temps de fonctionnement cumulatif des compresseurs. Fait que ça, c'est intéressant pour des séquences d'alternance basées sur du temps de marche. On va voir ça dans les réglages possibles. Ici, on n'a qu'une seule pompe, bien entendu. Voyez-vous, SD1. Commande oui, preuve oui. C'est sûr, j'ai mis un petit bout de fil pour confirmer ma preuve. Alors, si je devais avoir un design à deux pompes, ben, soit je clique ici, regardez, même chose, voyez-vous, D1 est actif depuis 23h11. Alors, il y a du temps de marche qui s'accumule, qu'on voit dans le compteur, puis qu'on peut remettre à zéro. Alors, si je veux changer ou reconfigurer ça pour faire un autre design, ben, c'est tout simplement, comme tous les régulateurs ProLong, c'est très convivial, on s'en vient sur la commande config, puis on peut descendre à chacun des items ou des thématiques là, qui représentent le design.
Si je commence par les pompes, ben, voyez-vous, séquence de pompes. Pompe unique, ben, pas nécessairement. Peut-être que j'ai 2 pompes, alors on va appeler ça pompe principale avec une pompe de relève. Pompe de relève, c'est notre beau terme français pour dire un backup. Alors, après ça, ben, un peu comme le régulateur de chaudière de Prolon, la logique est très facile à suivre. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le fonctionnement de votre pompe? Est-ce que c'est la température extérieure? Donc, dès qu'il se met à faire plus doux que X degrés, ben, on part automatiquement la pompe, on permet la circulation d'eau froide. Ou c'est en période occupée, ou bien on souhaite avoir les 2 conditions sous-dansantes. Si on met un « et », ben, il faut que les 2 conditions soient respectées. Si on met un « ou », ben, on comprend que c'est ou bien l'une ou bien l'autre sont suffisantes pour assurer le démarrage de la pompe, le fonctionnement de la pompe. Si vous n'avez pas de preuve, voyez-vous, vous pouvez même ajuster votre délai. Donc, activer pompe de relève si la pompe principale n'a aucune preuve après tel délai. Vous avez même maintenant des protections, des fonctions assez intéressantes. Protection de gel. Alors, on peut activer la pompe s'il fait plus que tant de degrés, même si les conditions normales disent non, on devrait l'éteindre, bien là, peut-être qu'on veut, dans certains cas, assurer une circulation d'eau. Alors, vous pouvez vraiment personnaliser la réponse de cet appareil-là. Quelque chose d'intéressant, voyez-vous ici, utiliser la même preuve pour les 2 pompes. Peut-être qu'il n'y a pas 2 flow switch, il y en a juste une. Une fois les 2 tuyaux raccordés dans un manifold sur un tuyau commun, alors une seule preuve de marche si vous avez un design à 2 pompes, mais une preuve, on peut faire ça. Ou si vous avez 2 preuves distinctes, à vous de voir. Activez les 2 pompes si la pompe de relève n'a aucune preuve. Vous démarrez la pompe principale, vous n'avez pas de preuve, vous lancez la pompe de relève, vous n'avez toujours pas de preuve. Bien ici, ce qu'on dit, c'est, ben, regardez, on prend votre chance, on n'a aucune des 2 preuves, on décolle les 2 pompes en souhaitant qu'il y ait peut-être de l'eau qui circule dans le tuyau. Alors, c'est comme des espèces de sécurité additionnelle qu'on peut mettre en marche. Ça, c'est intéressant, désactiver la pompe lorsque le contact d'alarme ferme. Alors, si votre refroidisseur est équipé d'un circuit interne qui vous donne un contact d'alarme s'il y a une faute, bien, peut-être qu'on veut aussi nous-mêmes désactiver le contrôle des pompes parce que ce n'est pas le refroidisseur qui lui-même gère ses pompes, c'est nous qui gérons les pompes pour lui. Alors, peut-être qu'on veut désactiver les pompes. L'alternance, voyez-vous, alterner les pompes après chaque demande, alterner les pompes selon un temps fixe, un temps d'opération égal. Si vous avez quelque chose qui cycle avec des arrêts départ plus fréquents, ça peut être intéressant d'alterner le rôle des pompes après chaque demande. Par contre, si, exemple, vous faites partir votre pompe dès qu'il fait plus que 15 degrés dehors, bien, on l'a vu cet été, il a fait pas mal chaud, ça fait longtemps que les températures extérieures sont supérieures à 15. Donc ça veut dire que si vous attendez que la pompe arrête, avant d'alterner, ben avant qu'elle arrête, parce qu'il fait plus froid que 15, elle va peut-être rouler 2 mois de façon ininterrompue, votre pompe. Alors peut-être que ce serait plus intéressant d'y aller selon ce qu'on appelle un partage par temps fixe. Fait qu'après tant de temps, la pompe principale devient la pompe de relève, la pompe de relève devient la pompe principale, et ainsi de suite. Et le temps que vous avez là, excusez, c'est en minutes, là, faites le calcul vite, 1440 minutes, ben c'est exactement 24 heures. Donc, au maximum, une fois par jour, on alternerait le rôle des pompes. Ou on peut y aller ce qu'on appelle en temps d'opération égale, qui est une autre façon de faire une séquence d'alternance. Il faut que la pompe arrête et à chaque fois que la pompe, peu importe, la pompe principale, pompe de relève, là, qui interchangent leur rôle, dès que les pompes arrêtent, là où les pompes arrêtent, on regarde les compteurs de temps cumulatif de chacune des 2 pompes. Et la pompe qui a le moins de temps accumulé, ben, c'est elle qui va partir comme pompe principale. Si après son cycle de travail, ben là, c'est rendu qu'elle a plus de temps que la précédente, ben là, c'est la précédente qui va repartir. Alors, elle monte toujours de façon graduelle pour accumuler du temps le plus proche possible l'une de l'autre. Alors, il y a différentes stratégies qui existent. Ça, cette logique-là existe déjà dans certains de nos autres produits, notamment le régulateur de chaudière, le boiler controller. Fait que ça, c'est au niveau des pompes. Fait que si je vais avec 2 pompes, ben voilà, regardez, j'ai 2 pompes à l'écran. Je vais avoir leur commande. Voyez-vous, la SD1, ça le dit ici prioritaire. Commande oui, preuve oui. La preuve est établie. La SD2 est donc en relève, en backup. Elle n'est pas en commande et manifestement n'a pas de preuve. Vous avez des variateurs de fréquence, vous voulez faire de la gestion de pression, ben, il faut juste venir à l'onglet pression, activer, puis juste faire un appliquer. Et à ce moment-là, tout votre paramétrage de pression est ici. Alors, quel est le type de transmetteur que vous utilisez? Ça, c'est le fun. Vous avez différents signaux possibles.
et c'est vous qui déterminez la plage de lecture de votre transmetteur. Fait que, tant que votre transmetteur est capable de vous générer un signal 0,5, 1,5, 4 à 20 milliampères, ben après ça, ça peut être la plage, ça peut être n'importe quel produit que vous utilisez qui est déjà disponible sur le marché. Ça, c'est très intéressant. Le reste, ben, c'est pas mal simple à comprendre. Votre point de consigne, bande proportionnelle, temps d'intégration, pour que votre boucle de pression soit stable et performante. Une fois qu'on a appliqué ça, ben, vous avez des symboles, le petit variateur, voyez-vous, le petit icône, la petite drive en dessous, qui en plus va vous donner le signal. Voyez-vous, VF, variateur de fréquence, ou la sortie analogique SA1, et vous avez le niveau de signal, le niveau de tension qui serait généré si en effet on voulait notre signal. Évidemment, là, je n'ai pas rien de branché sur mon démo. Fait que l'entrée est complètement saturée à 50 PSI. Fait que lui, il voit qu'il y a trop de pression. Fait qu'il dit à la drive de s'éteindre parce que ça vient de dépasser son point de contact. Vous voyez un refroidisseur et s'il y en avait deux, ben parfait. On s'en vient à refroidisseur. Bon, premièrement, est-ce qu'il est refroidi à eau ou refroidi à air? S'il est refroidi à air, regardez, c'est le fun. L'icône change complètement de forme. Graphiquement, c'est très différent. C'est très joli. Je pense que ça représente bien les réalités. Fait que si c'est un refroidisseur à eau, ben je pourrais avoir deux refroidisseurs. Ce qui est important de mentionner, OK. Là, évidemment, ici, mon modèle refroidisseur, c'est le M2000. Le M2000, c'est comme on dit, le gros modèle. Et avec 4 sorties de refroidissement, vous pourriez, si vous avez un refroidisseur, aller de 1 jusqu'à 4 étapes possibles. Un chiller à 1, 2, 3 ou 4 étapes, 4 stages. Par contre, si vous avez deux refroidisseurs, évidemment, vous ne pouvez pas passer une ou deux étapes. On ne peut pas faire 3 refroidisseurs à une étape. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dépasser 2. Alors, au maximum, c'est 2 refroidisseurs. Puis, ben voilà, vos 2 refroidisseurs apparaissent automatiquement dans le graphique. Alors, comme toujours, toute configuration que vous changez, ben, le graphique s'adapte à votre configuration. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est complètement intégré là, comme logique. Autre petite chose à regarder peut-être auprès du refroidisseur, ben, les refroidisseurs aussi possèdent des séquences d'alternance disponibles qui suivent la même logique que les pompes. Alors, soit qu'on n'en veut pas du tout d'alternance, ou qu'on alterne chacun des machines ou des stages après chaque demande, ou selon un temps fixe ou un temps d'opération égal, etc., etc. C'est la même logique. Avec le M2000, bien, comme je vous disais, plutôt on a plus de fonctionnalités. On vient consulter la lecture de la température d'eau d'entrée au condenseur et également la température d'eau de sortie, ce que ne fait pas le C1000. Le C1000 n'a pas la fonction de la lecture d'eau de sortie. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On a une haute limite. Alors, si la température d'eau de sortie du condenseur devenait trop chaude, évidemment, c'est l'eau qui s'en va vers votre tour d'eau. Alors, s'il y a un problème avec votre tour d'eau n'est pas capable de refroidir adéquatement le condenseur, l'eau rentre, sort du condenseur, devient beaucoup trop chaude. Bien, ce qu'on fait à ce moment-là pour protéger le refroidisseur, on va commencer à faire du délestage. Fait qu'on va débarquer progressivement le nombre d'étapes. Fait que s'il roulait à 4 stages, il va tomber à 3, il va tomber à 2. Il y a une petite logique, un petit logarithme interne dont je vous avoue honnêtement ne pas connaître les détails précis de comment fonctionne cette séquence-là. Mais appelez-nous, puis on va vous trouver la bonne personne qui pourra vous donner le détail exact, ceux qui sont curieux de voir exactement comment ça fonctionne. Comme sur d'autres produits Prolon, notamment le contrôleur d'apport d'air frais, le Make-up Air, on a une séquence de protection et de verrouillage. Alors, si certaines conditions techniques, notamment si l'eau d'entrée au condenseur est trop chaude, l'eau de sortie également, on peut verrouiller littéralement le chiller. Ça veut dire que si ces conditions-là se répètent, exemple, 3 fois à l'intérieur d'une plage de temps, 1440 minutes, c'est 24 heures. Alors, si ça devait, comme on dit, triper, bien, on verrouille littéralement l'appareil. À ce moment-là, ça va être écrit mode verrouillage, ça va être écrit oui. Puis quand on dit verrouillage, tout arrête. On stoppe tout. Il faut venir manuellement appuyer là-dessus. Là, évidemment, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'est pas verrouillé, mais si c'était verrouillé, on vient cliquer sur mode verrouillage. C'est un bouton où vraiment il faut venir faire un reset manuel. Alors, ça exige la présence, l'intervention d'une vraie personne pour repartir le système. C'était vraiment une protection là, importante là, qui était amorcée ou déclenchée.
Autrement que ça, ben, c'est pas mal ça. C'est pompe, refroidisseur, consigne. Excusez, je suis en train d'oublier. Configuration de la consigne. Alors, est-ce que c'est une consigne fixe, donc vous maintenez une température d'eau refroidie constante tout le temps, ou vous souhaitez la travailler selon une échelle de compensation, ce qu'on appelle en anglais un reset scale. Alors, cette échelle-là, ben, vous définissez quelle est la variable qui va influencer donc le changement de votre consigne. Est-ce que c'est le retour d'eau à votre refroidisseur qui revient de vos systèmes de climatisation? Est-ce que c'est la température extérieure qui va créer une influence? Ou est-ce que c'est une fonction mathématique qui peut être établie ou calculée par un régulateur maître? Donc, votre chiller, votre contrôleur de refroidisseur pourrait être sous l'autorité d'un régulateur de climatisation. Puis, on pourrait aller chercher, exemple, les demandes de refroidissement des zones en clim, traiter ça en fonction mathématique et retourner le résultat de la fonction mathématique ici pour venir influencer l'échelle de consigne. Donc, regardez ça simple, on pourrait dire, ben, regardez, c'est par la température de retour. Fait que si ma température de retour est plus élevée, ben, oups, je vais garder ma consigne d'eau froide très basse, mais à mesure que ma température de retour diminue, ben, manifestement, j'ai moins de charge. Je ne suis pas obligé de pousser de l'eau si froide vers mes systèmes, alors je vais automatiquement remonter ma consigne. Fait que c'est vraiment une pente de compensation, une échelle. Fait que c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas impossible que j'oublie des petits détails. S'il y a des choses, encore une fois, additionnelles qui vous intéressent, qui piquent votre curiosité, juste nous mentionner, communiquer avec nous. C'est pas mal ce que je voulais vous montrer là, sur notre régulateur là, de refroidisseur. Je vais retourner à notre petite présentation, parce que je vois le temps filer, puis c'est ça, j'ai une grande gueule, fait que je parle beaucoup, puis je vous donne beaucoup de détails. Je vais m'assurer qu'on va rentrer dans les temps. OK. Autre chose où il y a eu beaucoup de changements, je vous dirais, beaucoup d'évolutions, c'est auprès de notre régulateur réseau, le NC2000, ou Network Controller. Les conditions d'alerte ont doublé. On est passé à 200 points d'alerte, 100 points en enregistrement de données. Puis la façon dont on travaille ces choses-là est beaucoup plus conviviale qu'avant. Et il y a un mode très intéressant, ce qu'on appelle, il y a un terme anglais, je n'ai pas trouvé de terme français approprié. En anglais, on appelle ça un push notification ou littéralement notification poussée. C'est un service qui est possible auprès des appareils mobiles et téléphones cellulaires là, par des serveurs de communication. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'offre le régulateur réseau Prolong. Puis on va vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, je retourne sur notre démo et on s'en vient ouvrir notre contrôleur réseau ici. Évidemment, toutes ces belles nouvelles fonctions-là exigent, bien entendu, que votre régulateur réseau soit en version 7.3.0. Alors, tous ceux parmi vous qui ont des projets existants, des NC2000 installés depuis quelques années, bien, tout ce que ça prend, c'est d'appuyer sur le petit bouton reprogrammer et d'insérer le nouveau fichier bin. Ce n'est pas un fichier XHEX dans le cas du NC, c'est un fichier de type BIN, c'est le nom de l'extension. Et dès que vous téléchargez 7.3.0, automatiquement, ce fichier-là fait partie du package d'installation de Focus. Alors, vous n'êtes pas obligé de retourner sur notre site web pour trouver le fameux fichier bin. Il est déjà installé directement sur votre disque C. Il y a un sous-répertoire dans le répertoire Prolong. Vous allez trouver le fichier pour NC2000 puis l'ancien scheduler également en version 7.3.0 qui vous permet de bénéficier de nos nouvelles choses. Alors, le reste des fonctionnalités est pas mal pareil, le NC. Qu'est-ce qui a changé? Bien, les alertes. Alors, la page de navigation est complètement différente. Je ne vais pas aller dans le détail, là, mais essentiellement, comment ça fonctionne, c'est que vous allez évidemment, par exemple, surveiller un appareil, vous allez créer des appareils, comme exemple, moi, je veux ajouter mon régulateur de refroidisseur, mon chiller, puis moi, je veux savoir si ma température d'alimentation, exemple, descend sous 3 degrés centigrades, c'est maintenu au moins, on va dire, 10 minutes. Alors, si pendant 10 minutes ininterrompues, la température alimentée descend sous 3 degrés, bien, c'est ce qu'on appelle une valeur conditionnelle. Alors, j'ai mon courriel ici. Je recevrai donc sur mon courriel, je vais l'appliquer, je recevrai donc sur mon courriel
un message texte qui me dirait, un courriel, pardon, qui va me dire, ben, regardez, sur ton régulateur chiller à l'adresse numéro 4, la température d'alimentation vient de chuter sous les 3 degrés. Bon, parfait. Fait que ça, c'est une alerte conditionnelle telle qu'elle existe déjà jusqu'à la plateforme 7.2 que vous connaissez et certains d'entre vous utilisez déjà ces fonctionnalités-là. Qu'est-ce qui change? Ceci. Périodique. Ça, c'est tout nouveau, puis je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. C'est une nouvelle approche où ce qu'on fait, ce n'est pas de l'alerte dans le sens où on va être alerté de quelque chose de dangereux ou d'incorrect. C'est une autre façon de faire, puis en passant, les deux peuvent être faits en parallèle, il n'y a aucun problème. Moi, je vais être informé, dans le fond, de la température d'alimentation de mon chiller. Voyez-vous ici, alors température d'alimentation. Voyez-vous qu'il n'y a plus de conditions de déclenchement. Ce n'est pas une alerte qu'on déclenche. Moi, je veux savoir tous les jours à midi quelle est ma température d'alimentation de mon chiller. Et j'ai mon adresse courriel et c'est sous forme message courriel. Ça veut dire, puis je pourrais changer l'heure. Moi, mettons, je fais ma journée de travail, moi, je veux que ça soit, je ne sais pas moi, à 9h AM, tous les matins, je veux un rapport, un courriel qui me dit je vais recevoir cette lecture d'informations-là. Alors, je pourrais me créer une panoplie de messages, de conditions d'alerte, comme quoi je veux justement être avisé de ce paramètre-là à tous les jours à 9h. Je peux même faire les deux en parallèle. Je pourrais avoir une température d'alimentation qui m'est publiée à 9h, mais je pourrais avoir en plus la même valeur, mais en conditionnel. Fait que je pourrais recevoir une vraie alerte si elle descend trop bas, exemple à 3 degrés. Mais je veux aussi la même valeur à 9h tous les matins, recevoir une simple lecture de cette valeur-là. Possibilité intéressante que vous pouvez faire ici. Ça, c'est de type courriel. Ce qui s'en vient pour ceux qui ont des téléphones et qui vont, et c'est très important, et j'insiste, ça vous prend absolument l'utilisation de la plateforme nuage. Donc, votre NC2000 doit être raccordé sur notre service cloud, le service Info Nuage, pour que le système de notification fonctionne. C'est une fonctionnalité qui s'active sur vos téléphones cellulaires. Alors, ceux qui souhaitent recevoir des messages périodiques, non pas sur un ordinateur avec Focus, mais tout simplement un message sur votre cellulaire. C'est un service cellulaire, ça s'appelle la notification poussée. Voyez-vous, vous pouvez l'avoir en courriel, en notification et, excusez, je l'oubliais, les deux en parallèle. Voyez-vous, ça nous ouvre un tout autre univers au niveau de l'information que vous allez recevoir des systèmes. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pour ça, plusieurs clients qui ont dit, écoutez, c'est bien le fun des alertes, mais nous autres, on ne veut pas juste être prévenus quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. On aimerait ça, genre, tous les matins, avoir une lecture de certains points spécifiques de notre système, juste parce qu'il faut montrer patte blanche aux propriétaires, aux locataires assis à ça, que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème chez eux. Alors, c'est ce que va vous permettre le type de fonction périodique ici. Ça, c'est ce qu'on a au niveau des alertes. Et comme je vous disais, pour le reste, c'est pareil. Vous pouvez créer des groupes, mettre différentes conditions d'alerte, les grouper ensemble pour faire des fonctions plus compliquées, plus complexes. Même chose pour l'enregistrement de données, le data log. Bon, sans aller dans le détail, vous le connaissez déjà, ceux qui l'utilisent. Maintenant, c'est non plus 50, mais 100 paramètres qu'on peut loguer en simultané. Fait on a littéralement doublé la capacité du NC en termes de gestion là, de datalog autant que d'alerte. Fait que c'est pas mal ça qui est intéressant auprès de cet appareil-là, les nouveautés là, présentées. De retour à notre petit webinaire, notre petit PowerPoint. Bon, c'est ça, je pense qu'on a fait le tour là, de ce qu'on voulait décrire ici. Ah oui, ça c'est intéressant. Nouvelle vitesse, nouvel ajustement de vitesse de déclin de l'intégrale. Regardez, plutôt que de lire du texte, on va encore une fois aller directement sur un appareil. Exemple, un contrôleur de zone comme le VC2000, c'est un des principaux appareils qui nous intéresse. Et on va aller dans la page de configuration de température. Et c'est ça ici, vitesse de déclin de l'intégrale. Alors, c'est un nouveau réglage qu'on peut ajuster de 1 à 5.
OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez pas mal tous que, sans aller dans une description trop techniquement poussée, souvent le problème pour maintenir le confort dans une pièce, c'est lorsque notre température atteint la consigne qu'on demande. Et même si on l'atteint, quand il y a une certaine charge à combattre, fait que des chaudes journées d'été, froides journées d'hiver, on atteint le point de consigne, oui, c'est bien beau, mais c'est pas parce qu'on l'a atteint qu'on doit tout arrêter puis tout stopper, parce que là, la température va repartir de l'autre bord rapidement. Je reprends mon exemple classique, il y en a certains qui vont sourire, du régulateur de vitesse qui équipe votre voiture ou votre camion. Votre régulateur de vitesse, une fois qu'il vous amène à la vitesse que vous souhaitez rouler, puis que vous atteignez votre point de consigne de vitesse, ben, il ne coupe pas la puissance du moteur, n'est-ce pas? Il sait comment calculer la charge du véhicule qui avance et commande du moteur la puissance requise pour maintenir en équilibre la vitesse au point de consigne. C'est un peu ce qu'on cherche à faire ici. Le problème, c'est que dans le passé, ce qui arrivait, c'est que si notre température atteignait la consigne, soit la consigne de chauffage ou de refroidissement, peu importe qu'on est en mode chaud ou en mode froid, dès qu'on atteignait la consigne puis qu'on l'avait bien atteinte, l'effet de la boucle proportionnelle intégrale, surtout l'effet de l'intégrale, s'estompait rapidement. Puis dans le temps de le dire, la demande tombait à zéro. On avait atteint la consigne, mais s'il y avait une forte charge, la température repartait tout de suite dans le sens contraire parce que la forte charge dans la pièce faisait que, justement, par exemple, une forte charge en climatisation l'été, bien, on arrêtait de climatiser quand on maintenait le point de consigne, mais bon, la température remontait rapidement. Puis là, avec l'écart proportionnel puis l'intégrale, on repartait un autre cycle de calcul. Ça prenait un bout de temps avant de se remettre à climatiser, puis climatiser assez fort pour stopper l'hémorragie, puis redescendre la température, la ramener au point de consigne. Puis quand on atteignait la consigne, on espérait que tout reste en équilibre. On atteignait la consigne, tout s'arrêtait, ça repartait. Fait qu'il y avait, dans certains cas, une espèce d'effet cyclique. Cet effet cyclique-là était particulièrement fort avec de fortes charges à combattre. Encore une fois, c'est un réglage qui devient important si vous avez une forte charge en refroidissement, une forte charge en chauffant. Que fait le déclin de l'intégrale? C'est qu'il va ralentir ou accélérer la vitesse à laquelle l'effet de votre intégration va redescendre. Et on le met un réglage par défaut. Je vais vous montrer, c'est des bases de temps, c'est calculé en secondes. Si vous avez, autrement dit, une pièce où vous devez continuellement combattre une forte charge. Exemple typique, là, c'est quasiment pas une caricature, mais c'est souvent vrai. Le bureau du grand patron dans un édifice qui est dans le secteur sud-ouest avec double fenestration. Le pauvre monsieur, il est tout le temps exposé au soleil, puis comme pour faire exprès, c'est le dernier au bout de la ramification des gaines de ventilation d'air, fait qu'il est le dernier à recevoir de l'air, puis il a tout le temps chaud dans sa pièce, puis il chiale tout le temps, et avec raison. Fait que lui, dans son cas, on voudrait probablement vouloir mettre une vitesse de déclin lente. Pourquoi? Parce que en climatisant sa pièce, par le temps qu'on atteint la consigne, techniquement, la boucle proportionnelle intégrale, elle veut se resetter. Elle dit, ben là, j'ai fait ma job, moi, j'ai atteint le point de consigne, on arrête ça là, puis on attend qu'il se passe de quoi. Non. La vitesse de déclin, vous allez la ralentir de façon à ce que l'intégrale reste en place et comme le régulateur de vitesse sur votre moteur d'auto, maintiennent la demande artificiellement le plus longtemps possible pour vraiment pas juste atteindre le point de consigne, mais rester dessus le plus longtemps possible. Et les variables de temps, une intégrale, voyez-vous, la valeur 4 par défaut, c'était à peu près 5 minutes. Ça représente 5 minutes ou comme 600 secondes pas 600, 300 secondes, qui est 5 minutes, de vitesse de déclin. Ça veut dire au bout de 300 secondes, si votre intégrale est à 100%, puis qu'il n'y a aucune raison qu'elle reste là, elle va redescendre à 0. Si vous la mettez au paramètre le plus lent, à 1, c'est 10 000 secondes. Faites le calcul, 60 secondes à la minute, 60 minutes à l'heure, ça va donner à peu près 2 heures 3 quarts. Ça veut dire que techniquement, l'intégrale pourrait prendre jusqu'à 2 heures et 45 minutes avant de retomber à 0. Fait que dans le cas d'une grosse journée ensoleillée où le soleil tape bien fort, puis qu'il fait chaud, ça va être très utile d'avoir une intégrale qui bloque les affaires en place. J'irai pas plus loin, je vois le temps filer, puis je suis conscient que c'est quelque chose de très avancé comme concept. Si vous avez des questions, appelez-nous, on va regarder ça avec vous autres, mais on est conscient que ça répond à des demandes pour améliorer considérablement le confort dans les zones à problème où il fait souvent très chaud l'été ou
les zones où il peut faire très froid l'hiver. Et ce paramètre-là est disponible pour tous les régulateurs qui gèrent une température de zone. Alors, ça veut dire qui ça? Ça veut dire le régulateur de zone VC2000, son pendant qui n'a pas de moteur, le C1000 VAV, le thermostat T1100, les régulateurs dits autonomes, donc le régulateur, le climatiseur de zone autonome, le RTUS, son équivalent pour thermopompe, le HPS, et notre contrôleur d'unité d'apport d'air frais qui peut être équipé d'un thermostat ou d'une sonde de pièce, donc qui fait du contrôle de température par la pièce. Tous ces régulateurs-là sont équipés de cette nouvelle fonctionnalité-là qui est très intéressante. Autre point, ça, encore une fois, c'était sur la liste des cadeaux de Noël réclamés depuis très longtemps, j'en ai parlé tout à l'heure, le bouton de sélection de mode pour les régulateurs d'unité, climatiseurs et thermopompe. Je reviens à Focus encore une fois. Si j'ouvre nos régulateurs d'unité, et voyez-vous, directement sous le petit icône du bonhomme, vous avez le bouton Sélection mode. Alors, c'est vraiment un interrupteur virtuel, comme sur un bon vieux thermostat multimode programmable. Voyez-vous, système, alors, automatique, chauffage, refroidissement, ou carrément off. Comme là, on roule en clim, on est l'été, ben, je pourrais dire, on verrouille le système de refroidissement. Puis regardez ce qu'il est le fun, on peut aussi même permettre ou non, verrouiller manuellement la possibilité de déshumidifier si on a une séquence de déshumidification qui est gérée par notre climatiseur. Et vous avez même un bouton pour le ventilateur. Vous pouvez manuellement le forcer à on ou le garder éteint. Puis la sélection du mode n'influence pas le ventilateur. Le ventilateur va influencer le mode dans le sens où s'il n'y a plus de ventilateur, c'est sûr qu'on peut pas avoir de chauffage ou de clim, la preuve de marche. Mais au moins, pour certains clients, notamment dans le résidentiel, on sait que c'était demandé des gens qui voulaient verrouiller un mode parce qu'ils ne veulent pas, genre, que ça chauffe le matin puis que ça climatise l'après-midi, il est mieux laisser les fenêtres ouvertes. Fait qu'on peut le barrer dans un mode plutôt qu'un autre. Fait que les régulateurs de clim et thermopompe sont désormais équipés de ce nouveau bouton de mode-là, sélection mode. Et en passant, ça reste en place. Ce n'est pas comme un contournement temporaire. Si vous débranchez l'alimentation où il y a une panne de courant, sur votre régulateur, le courant revient, le bouton n'a pas débarqué. C'est vraiment comme un sélecteur, comme si c'était un vrai sélecteur physique manuel. Petit détail avant que j'oublie. C'est un climatiseur avec zonage M2000 RTU que j'ai là. C'est donc un M2000, il y a une horloge dedans. Où est l'heure et la date qu'on voit normalement ici? Avez-vous remarqué qu'ils sont absents? Et c'est voulu. C'est une nouvelle fonctionnalité dans Focus. Qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un régulateur réseau, un NC2000, et que le régulateur réseau assigne un horaire à un régulateur d'unité, vous savez déjà que c'est l'horaire envoyé par le régulateur réseau qui a priorité, qui a préséance. Fait que même si vous aviez un horaire de configurer dans votre M2000, mauvais contrôle, celui envoyé par votre régulateur réseau va avoir priorité. Ce qui est nouveau avec Focus 7.3.0, c'est quand vous allez naviguer dans votre climatiseur, si l'horaire est envoyé, attendez, pas si l'horaire, s'il y a un horaire actif émis par le régulateur réseau, automatiquement, l'affichage de l'heure et de la date disparaît. C'est comme une espèce de petit indicateur visuel facile à saisir que, ça veut dire qu'il y a donc un horaire en opération et que c'est le régulateur réseau qui le gère. Vous n'aurez pas à chercher de midi à 14 heures. Vous ne voyez pas l'heure, ça veut dire que le contrôle de l'horaire se fait par le NC. Et de 1, de 2, ça évite d'afficher une heure et une date qui pourraient être accidentellement mauvais ou on n'a pas pris le temps de mettre le contrôleur à date ou vous avez un projet, vous avez beaucoup de régulateurs d'unité. Ça vous tente-tu de faire le tour de tous ces appareils-là à tous les 3 mois pour mettre les horloges à l'heure? Ça a l'air fou quand on met ça sous le nez d'un client, peut-être, d'un utilisateur, puis qui voit toutes sortes d'horloges, pas toutes à la même heure, parfaitement synchronisées. Ça fait beaucoup de choses à configurer. C'est pas juste ça. Le fait qu'on ne voit plus l'heure, ça nous allume tout de suite l'idée de OK, ça veut dire que si je veux gérer mon horaire, il faut que j'aille dans ma fenêtre globale, activer ou désactiver ou modifier l'horaire dans le régulateur réseau. C'est un petit quelque chose de visuel intéressant
qui a été rajouté là, comme fonctionnalité pour aider à la navigation. Donc, justement, c'était le point suivant que j'allais mentionner parmi les nouvelles fonctionnalités de Focus. Un petit filet de protection qu'on a mis maintenant, quand vous souhaitez mettre à jour, remplacer un fichier de programmation dans un appareil. Exemple, vous allez arriver sur un chantier et vous souhaitez gagner certaines des nouvelles fonctions de Focus 7.3.0, ben, votre régulateur, qui est peut-être une version 5, 6 ou 7, vous allez, comme on dit en bon anglais, flasher votre fichier pour un fichier hex de génération plus récente. Maintenant, il y a un petit outil de protection qui empêche d'installer accidentellement un fichier hex qui ne va pas avec le même type d'appareil physique. Je m'explique. Vous avez un fichier hex pour un régulateur. Vous avez, exemple, sur un projet, un ancien M1000 RTU qui s'est vendu de 2009 à 2014, mais il va très bien, il est bon, pas besoin de le remplacer, il marche bien cet appareil-là. Et vous voulez le mettre à jour avec le programme, le dernier fichier X 7.3.0 qui est disponible depuis ce matin. Sauf que, accidentellement, vous téléchargez le fichier X de l'appareil actuel M2000. On ne peut pas installer un fichier X M2000 dans une plateforme M1000. Il y a des différences au niveau des processeurs, au niveau des codes, et ça pourrait causer des sérieux problèmes de fonctionnement. Maintenant, avec Focus 7.3.0, si vous essayez d'installer un fichier X M2000 dans un appareil physique M1000, il va y avoir un message d'erreur qui va vous bloquer. Il va dire tu n'as pas le bon type de fichier X. Va chercher le fichier X qui match, qui correspond au bon type d'appareil physique. Donc, la plateforme physique. Donc, plateforme physique C1000, plateforme physique M2000, l'ancienne plateforme M1000 ou le régulateur VC2000, le thermostat T1100. Ce sont toutes des plateformes physiques distinctes. Donc, maintenant, il y a comme un alignement qui se fait avec le fichier X pour éviter des erreurs d'installation. Question de vous éviter de créer des monstres après ça, qui sont un peu plus ardus à déprogrammer et reprogrammer. On en a fait quelques-uns, c'est assez rigolo. On veut vous éviter ça. Fait que, c'est ce qu'on voulait mentionner ici. Et ben, finalement, c'est ça. L'application Android, malheureusement, on n'a pas pris le temps de prendre comme des photos, des images, puis ça aurait peut-être été un peu banal de faire ça, de l'application Android, de l'application iOS. Ceux qui ont des téléphones Android, bien, écoutez, je vous invite à regarder le Play Store Google aussitôt que l'app. D'ailleurs, je ne sais pas si peut-être par chat, mon collègue Benoît pourrait voir si l'app est officiellement relâchée. Là. Je sais que c'est en voie de se faire ce matin. Fait que Benoît, je me fie à toi si tu es toujours en ligne avec nous. Peut-être m'envoyer un petit chat rapide, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. En tout cas, chose certaine, si ce n'est pas fait au moment où on se parle, ça va être relâché là, dans les minutes ou les heures aujourd'hui. Vous allez avoir accès là, à l'application. En fait, les deux, là, autant la iOS que la Android. Bon, ben voilà, mon collègue me répond. Les deux applications sont disponibles actuellement. Alors, messieurs, dames, sautez sur vos téléphones et effectuer la mise à jour de vos applications Focus, ainsi bien sûr que du logiciel Focus. Bien entendu, chez Prolon, on est toujours prêts, nous, ça va de soi. Alors, toute commande qui est désormais livrée ou à peu près, toute nouvelle commande placée chez nous, ben, ce sont des appareils de génération 7.3 qui vont être libérés physiquement. Alors, c'est sûr, à tous les utilisateurs, ben, on vous dit, mettez tout de suite votre logiciel à jour. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Si vous essayez de naviguer dans un appareil 7.3, mais que votre logiciel est 7.2 ou antérieur, vous allez avoir un petit message qui vous dit que, oups, vous ne pourrez pas exploiter les dernières fonctionnalités. Pour vous éviter les pépins, mettez à jour vos ordi. De toute façon, c'est gratuit, hein, pourquoi pas en profiter. Ça ne coûte rien le logiciel, donc on vous invite à l'installer. Est-ce que j'ai d'autres chats? Je pense avoir fait pas mal. J'ai une question ici. Bon, avec le bouton mode de système, est-ce que les protections basse température peuvent repartir l'unité?
Elles vont repartir dans le mode sélectionné. Le mode, si on est en mode chauffage, il n'y a rien qui va repartir le mode clim. Si on est en mode clim, il n'y a rien qui va repartir le mode chauffage. Ça, c'est à peu près sûr. Quoique j'ai toujours le petit 1% de doute, on pourrait valider avec l'ingénierie, faire une double vérification, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Fait que, faut pas si on le met en mode clim, il ne faut pas l'oublier. Une fois la saison de chauffage venue, ça ne repartira pas en chauffage. À moins que vous ayez du chauffage au niveau de vos contrôleurs de zone, mais l'unité, elle ne va pas redécoller. Le sélecteur de mode, comme une vraie switch mécanique, a priorité absolue sur le fonctionnement. En souhaitant que ça réponde à ta question, Jean-Sébastien. Écoutez, il est midi. Pour ceux qui doivent quitter, ben merci infiniment d'avoir participé à cette présentation. S'il y en a qui ont des questions, on reste en ligne. S'il y a du chat, s'il y en a qui préfèrent communiquer avec directement. D'ailleurs, excusez, on va mettre la dernière slide. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, voici mon adresse courriel, antoine.lamarche@prolongcontrols.com. Fait que ne vous gênez pas pour m'écrire un petit quelque chose ou communiquer directement avec notre ligne technique. On est tous très heureux toujours d'avoir de vos nouvelles puis de répondre à vos questions, vos interrogations. Pour ce qui me concerne, moi, c'est terminé. On a fait le tour. Alors, encore une fois, merci de votre présence. Puis, ne vous gênez pas, contactez-nous. Puis, bonne chance avec vos nouvelles installations Prolong Génération 7.3. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se reparle sans aucun doute. Bon.